close your eyes. Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Motors. Cette semaine, les sports mécaniques nous rappellent une nouvelle fois qu'ils ne se résument jamais à un simple classement. Nous reviendrons sur un week-end particulièrement riche toutefois avec les débriefs du championnat de France des rallyes, très court évidemment, du MotoGP, du championnat du monde d'endurance, du World SBK et du Pro Motocross. Nous prendrons également le temps d'évoquer un monument de notre patrimoine sportif, le Tour Auto, une épreuve où l'histoire continue de rôler aux côtés du présent. Ce n'est pas un simple article, c'est un véritable édito. Puis nous consacrerons notre Motors Décrypte à une question que beaucoup se sont déjà posées et se posent encore aujourd'hui, parfois sans jamais vraiment tenter d'y répondre. Qu'est-ce qui distingue réellement un amateur d'un professionnel ? Une frontière qui paraît évidente jusqu'au moment où on prend le temps de l'observer d'un petit peu plus près. Enfin, nous terminerons comme chaque semaine par le programme des prochains rendez-vous à ne pas manquer. Installez-vous tranquillement comme d'habitude, les feux viennent de passer au vert et nous sommes donc partis. Motors, les résultats. Il n'y aura finalement pas eu de 5e manche du championnat de France des rallyes le week-end passé. Le rallye du Rouergue, qui devait réunir l'élite nationale sur les routes de l'Aveyron, a été annulé avant même le départ de l'épreuve. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement difficile. Plusieurs incendies se sont déclarés ces derniers jours autour de Rodez, mobilisant d'importants moyens de secours. Si aucune perte humaine n'est heureusement à déplorer, ces feux ont provoqué d'importants dégâts matériels, avec notamment plusieurs habitations détruites. Les autorités ont maintenu ouverte la possibilité d'organiser l'épreuve aussi longtemps que les conditions le permettaient. Elles ont observé l'évolution de la situation avant que la poursuite de ce 3e épisode caniculaire et des incendies ne conduise à une décision devenue inévitable. Cette annulation prive naturellement les équipages d'une manche importante du championnat, mais ses conséquences dépassent largement le seul classement sportif. Plusieurs mois de préparation n'ont finalement pas pu aboutir, tant pour les concurrents que pour les organisateurs, les bénévoles, les partenaires, les collectivités et l'ensemble des acteurs mobilisés autour de cette épreuve. Dans son communiqué, la Fédération française du sport automobile a tenu à apporter son soutien à l'ensemble de cet écosystème. Elle rappelle également que dans une telle situation, la sécurité des personnes demeure la priorité absolue, principe qui a guidé l'ensemble des décisions prises ce week-end. À ce stade, les faits établis et les prises de parole des acteurs directement concernés permettent déjà de comprendre les raisons de cette décision. Le championnat de France des rallyes occupe une place particulière dans le paysage des sports mécaniques. Il constitue un point de rencontre entre des structures professionnelles, des équipes amateurs, des bénévoles, des industriels, des collectivités et des passionnés. C'est précisément cette diversité qui a fait sa richesse, mais aussi sa complexité. Le championnat entre désormais dans sa pause estivale avant de reprendre en septembre. Une pause qui prendra cette année une résonance particulière. Elle offrira à l'ensemble des acteurs du championnat le temps nécessaire pour prendre du recul sur les événements de ce week-end avant de retrouver le fil de la saison. Le championnat s'interrompt quelques semaines. Les questions, elles, continueront naturellement de nous accompagner jusqu'à la reprise de la saison. Car derrière un rallye, il n'y a jamais seulement des voitures et des équipages. Il y a tout un écosystème et c'est souvent lui qui détermine si une épreuve peut ou non avoir lieu. Motors. Le MotoGP disputait ce week-end le Grand Prix d'Allemagne sur le Sachsenring, 11e manche du championnat du monde. Un rendez-vous particulier puisqu'il marque également le véritable point de bascule de la saison. Après cette pause estivale, il restera effectivement 11 GP à disputer. Le championnat entre donc dans sa seconde moitié. Samedi, Marc Marquez confirmait déjà son excellente forme en signant la pole position avant de remporter la course sprint devant son frère Alex et Fabio Di Giannantonio. Ducati réalisait un podium 100% Ducati, un résultat important pour la marque de Bologne qui retrouvait des couleurs face à une concurrence Aprilia particulièrement offensive depuis plusieurs meetings. La journée était toutefois marquée par la lourde chute de Bezzecchi en qualification. Victime d'une fracture de la clavicule gauche, le pilote Aprilia était contraint de déclarer forfait pour le reste du week-end. Un coup d'arrêt dans sa lutte pour le championnat. Dimanche, Marc Marquez confirmait sa domination en remportant le Grand Prix devant Ayogura et Raúl Fernandez. L'Espagnol s'impose au terme d'une victoire light to flag, une expression de paddock qui désigne une course menée intégralement de l'extinction des feux jusqu'au drapeau à damier sans jamais céder le commandement. Avec ce 10e succès en MotoGP sur le Sachsenring, il égale Giacomo Agostini comme pilote le plus victorieux sur un même tracé.
Derrière lui, Trackhouse Aprilia répondait immédiatement au signal envoyé par Ducati la veille en plaçant Ayogura et Raúl Fernandez sur les deuxième et troisième marches du podium. Pedro Acosta terminait quatrième devant Jorge Martin et Francesco Bagnaia. La course était également marquée par les abandons successifs de Fabio Di Giannantonio puis d'Alex Marquez. Tous deux perdaient l'avant dans le virage rapide 13 juste avant la ligne droite des stands, illustrant une nouvelle fois les contraintes imposées au train avant sur ce tracé si particulier. Au championnat, Jorge Martin conserve les commandes avec 208 points, devant Ayogura 194, Marc Marquez 190, Marco Bezzecchi 186 et Fabio Di Giannantonio 184. Les 5 premiers pilotes se tiennent désormais en seulement 24 points à la mi-saison. Cette donnée résume à elle seule l'intensité de cette saison 2026. Mais au-delà du classement, cette première moitié de championnat raconte surtout plusieurs dynamiques qui évoluent simultanément. Bezzecchi avait pris un ascendant important lors des premières manches avant de voir son avance progressivement fondre. A l'inverse, Marc Marquez poursuit une spectaculaire remontada depuis sa chute du Mans qu'il avait repoussé à près d'une centaine de points du sommet du classement. Depuis le Grand Prix d'Hongrie, l'Espagnol retrouve progressivement le niveau qui a fait de lui l'une des références de la discipline. Ayogura constitue sans doute la progression la plus marquante de ces dernières semaines. Longtemps considéré comme un pilote capable d'un exploit ponctuel, le japonais est devenu l'un des hommes les plus réguliers du plateau. Sa victoire à Assen paraît désormais comme le point de départ d'une nouvelle dimension plutôt qu'une simple surprise. Celui que le paddock surnomme désormais The Finisher s'installe pleinement dans la lutte pour le titre mondial. A l'inverse, Alex Marquez semble encore chercher à retrouver la dynamique qui était la sienne avant sa lourde chute du début de saison. Enfin, la hiérarchie entre les constructeurs continue elle aussi d'évoluer. Ducati semble progressivement retrouver la compétitivité qui avait fait sa force, tandis qu'Aprilia conserve aujourd'hui un léger temps d'avance grâce à la profondeur de son collectif. Au-delà de Marco Bezzecchi, les performances d'Ayogura et de Raúl Fernandez démontrent que la RSGP peut désormais jouer les premiers rôles avec plusieurs pilotes. À mi-saison, aucune trajectoire n'est définitivement écrite. Plus qu'un classement, ce championnat raconte aujourd'hui plusieurs histoires qui continuent de se croiser. Silverstone ouvrira désormais le second acte de cette saison particulièrement disputée. Motors. Le championnat du monde Superbike disputait ce week-end sa 8e manche de la saison à Donington Park, dernier rendez-vous avant la pause estivale. Samedi, Iker Lecuona mettait un terme à l'incroyable série de 25 victoires consécutives de Nicolo Bulega, un record absolu en World Superbike. Une parenthèse de courte durée puisque dès le dimanche, l'Italien reprenait sa marche en avant en remportant la course Superpole puis la course 2. Au total, Bulega compte désormais 23 victoires en 24 courses cette saison. Jari Montella complétait le podium de cette première confrontation britannique. La réaction de Bulega ne tardait toutefois pas. Dimanche, je vous le disais, il s'imposait successivement lors de la Superpole puis de la deuxième manche. Lecuona, auteur d'une remarquable remontée de la 10e à la 2e place en course 2 et Jari Montella complétait le podium. Au-delà des résultats, Donington confirme surtout la profondeur du projet Ducati. Bulega reste la référence du championnat, mais Lecuona démontre désormais qu'il est lui aussi capable de gagner et de peser régulièrement aux avant-postes. Cette domination permet d'ailleurs à Ducati de décrocher dès cette 8e manche les titres constructeurs et team, illustrant la maîtrise technique et sportive de la marque italienne. Derrière eux, Jari Montella confirme sa régularité dans la droite ligne du projet Bimota by Kawasaki Racing Team qui continue de progresser. Plus qu'un simple retour d'une marque historique, ce programme associe deux cultures de l'ingénierie moto. D'un côté, l'expérience acquise par Kawasaki au plus haut niveau du WSBK, de l'autre, le savoir-faire historique de Bimota en matière de conception de châssis. Les résultats obtenus à Donington montrent que cette convergence technique atteint progressivement une réelle maturité. Au championnat, Bulega conforte largement sa position de leader avec 491 points devant Lecuona 358 et Jari Montella 211. À l'image du MotoGP, le World SBK entre désormais dans sa pause estivale, mais contrairement à son voisin des Grands Prix, la question n'est plus vraiment de savoir qui occupe aujourd'hui la position de référence, elle est désormais d'observer comment ses adversaires parviendront progressivement à tenter de réduire l'écart qui les sépare encore de ce pilote Ducati. Motors. Le championnat américain Pro Motocross faisait étape ce week-end à Southwick dans le Massachusetts, un rendez-vous historique qui célébrait 50 années de compétition sur ce circuit surnommé le Lommel américain. Un tracé sablonneux, particulièrement exigeant, dont les caractéristiques correspondent parfaitement aux qualités des frères Conen qui avaient fait le déplacement.
Nous nous demandions la semaine dernière ce que cette nouvelle parenthèse américaine pouvait leur apporter. La réponse est désormais claire. Les deux Belges confirment leur capacité à être immédiatement compétitifs face à l'un des plateaux les plus relevés du motocross mondial. Une compétitivité immédiatement reconnue outre-Atlantique où les commentateurs américains n'ont pas caché leur enthousiasme devant leur performance. Une reconnaissance importante sur un marché où la visibilité médiatique participe directement aux opportunités sportives et économiques. En 250, Sacha Konen réalise un week-end parfait en emportant les deux manches, une démonstration qui confirme autant sa vitesse que sa maîtrise sur un terrain particulièrement exigeant. Mais la journée se termine dans l'inquiétude. Victime d'une lourde chute en deuxième manche, le Belge est conduit à l'hôpital afin de contrôler une blessure à l'épaule droite. Une image résume parfaitement cette fin de journée. Pendant que son mécanicien monte sur le podium récupérer le trophée du vainqueur, Sacha poursuit ses examens médicaux. Nous suivrons naturellement l'évolution de son état de santé avant la reprise du MXGP. En 450, Lucas Konen faisait lui aussi partie des pilotes les plus attendus. Auteur du meilleur temps des qualifs, le leader du championnat du monde MXGP chute dès le T1 de la première manche alors qu'il lutte aux avant-postes avec Jet Lawrence. Une déception largement partagée par les commentateurs américains qui attendaient avec impatience cette confrontation entre la référence actuelle du pro motocross et le leader du championnat du monde. Lucas repart en fond de peloton avant d'être contraint de finalement déclarer forfait pour la seconde manche. Au classement général, Jet Lawrence s'impose grâce à une deuxième puis une première place dans les deux manches. Son frère Hunter, vainqueur de la première course avant de terminer quatrième de la seconde, prend la deuxième place du meeting devant Hayden Digan, particulièrement régulier avec une troisième puis une deuxième place. Le champion en titre Jet Lawrence a notamment bénéficié d'un remarquable travail de son équipe entre les deux manches. Les ajustements réalisés sur la moto lui ont permis de franchir un cap en performance et de faire la différence lors de la seconde course. Digan confirme quant à lui toute son aisance dans le sable de Southwick, tandis que l'Espagnol Jorge Prado, double champion du monde MXGP 2023 et 2024, voyait sa première manche s'achever prématurément sur un problème mécanique. Au championnat, cette victoire permet à Jet Lawrence de reprendre la plaque rouge du leader avec 271 points, un seul de plus que son frère Hunter. Le duel entre les deux Australiens continue donc d'animer cette saison américaine, tandis qu'Hayden Digan complète le podium provisoire avec 218 points. Au-delà des résultats, cette parenthèse américaine confirme surtout que les leaders actuels du MXGP sont capables de rivaliser immédiatement avec les meilleurs spécialistes du pro motocross. Une précision importante car cette adaptation instantanée n'a rien d'automatique, y compris pour des champions du monde comme Jorge Prado ou Dylan Ferrandis qui avaient eu besoin de davantage de temps pour trouver leur repère outre-Atlantique. Une expérience particulièrement enrichissante pour les frères Konen qui retrouveront désormais le championnat du monde avec un bagage supplémentaire acquis face à une autre référence mondiale de la discipline. Motors. Le championnat du monde d'endurance faisait étape ce week-end à Interlagos pour les 6 heures de Sao Paulo au Brésil. 5e manche de la saison. Un rendez-vous particulièrement attendu après les 24 heures du Mans afin d'observer quelle dynamique allait réellement se confirmer dans la lutte pour le titre mondial hypercar. Au terme des 6 heures de course, BMW s'impose avec la M-Hybride V8 devant la Ferrari officielle numéro 51 et la Cadillac Jota numéro 12. Une arrivée particulièrement disputée puisque moins de 7 secondes séparent les 3 premiers sur la ligne. Cette victoire confirme la dynamique engagée par BMW, déjà victorieux à Spa-Francorchamps. Le constructeur bavarois avait également démontré aux 24 heures du Mans qu'il possédait désormais la vitesse mais aussi l'expérience nécessaire pour lutter jusqu'au bout pour la victoire. Les 24 heures du Mans ne lui ont pas offert ce succès, elles lui ont peut-être apporté quelque chose de bien plus précieux, la certitude que son système est désormais capable de le conquérir, à condition d'identifier les quelques éléments qui l'en ont privé cette année. À Sao Paulo, cette dynamique retrouve une traduction comptable avec une deuxième victoire cette saison. Au-delà du résultat, c'est l'ensemble du programme Hypercar BMW qui poursuit sa montée en puissance. Depuis son arrivée dans la catégorie reine de l'endurance, le constructeur de Munich progresse avec méthode en capitalisant course après course. Une approche qui rappelle la culture de compétition développée depuis des décennies dans des championnats comme le DTM dont BMW demeure l'un des acteurs majeurs. Le WEC semble aujourd'hui constituer un terrain particulièrement cohérent avec cette philosophie de construction progressive. Ferrari confirme
confirme de son côté une remarquable régularité en décrochant la deuxième place, tandis que Cadillac transforme enfin sa vitesse entrevue depuis plusieurs meetings en un nouveau podium, malgré un week-end encore marqué par plusieurs incidents. A l'inverse, Toyota connaît une course beaucoup plus difficile. Les vainqueurs des dernières 24 heures du Mans n'ont jamais été en mesure de lutter pour la victoire au Brésil. Une illustration supplémentaire qu'en endurance, la plus grande course du monde et le championnat du monde ne répondent pas toujours aux mêmes logiques. Au championnat, BMW relance pleinement la lutte pour la couronne mondiale. Ferrari continue de capitaliser de gros points. Cadillac confirme sa montée en puissance et Toyota demeure un adversaire incontournable malgré ce week-end plus compliqué. Après la pause estivale, le rendez-vous d'Austin permettra de mesurer si cette victoire brésilienne constitue un nouveau tournant dans la saison ou une nouvelle étape de la montée en puissance du constructeur bavarois. Motors. La semaine passée, nous vous annoncions la présence du réunionnais Raphaël Payet sur la 4e manche du championnat du monde de Supermoto. Le week-end est désormais terminé et l'heure des premiers enseignements est arrivée. Le S1 GP faisait étape sur le circuit tchèque de Vysoké Mito, un tracé bien connu des spécialistes puisqu'il accueillait l'an dernier le Supermoto des Nations. Raphaël Payet y avait d'ailleurs déjà évolué sous les couleurs de l'équipe de France avec réussite. En tête du championnat, Lucas Holbacher poursuit sa domination en confortant sa position de leader. Derrière lui, la hiérarchie reste particulièrement disputée, preuve une nouvelle fois du très haut niveau de professionnalisation atteint aujourd'hui par le championnat du monde de supermotard. Dans ce contexte particulièrement relevé, Raphaël Payet termine 10e du classement général du meeting dans la catégorie Rennes, un résultat encourageant qui mérite d'être replacé dans son véritable contexte. Connaître un circuit constitue un avantage, en revanche connaître un championnat représente une compétence bien différente. Le S1 GP impose ses propres automatismes, la gestion des départs, l'enchaînement des 3 manches, les choix pneumatiques, les réglages, la lecture des adversaires que l'on retrouve à chaque rendez-vous ou encore le fonctionnement des équipes. Autant d'automatismes qui ne s'acquièrent qu'en fréquentant durablement ce niveau de compétition. C'est précisément ce qui donne toute sa valeur à cette 10e place. Face aux meilleurs spécialistes mondiaux d'une discipline particulièrement professionnalisée, Raphaël Payet confirme qu'il possède la vitesse nécessaire pour évoluer à ce niveau, tout en poursuivant l'apprentissage des exigences propres au championnat du monde. Cette expérience dépassera d'ailleurs largement le cadre du S1 GP. Les automatismes acquis au contact des meilleurs pilotes mondiaux irrigueront naturellement la suite de son programme sportif, aussi bien lors de ses prochaines apparitions internationales qu'en championnat de France. C'est aussi tout l'intérêt de ces confrontations au plus haut niveau. Elles ne construisent pas seulement un résultat le temps d'un week-end, elles construisent progressivement un pilote. Motors is back. Le Tour Auto fait partie de ces épreuves qui dépassent largement le simple cadre d'une manche de championnat. Depuis 1969, il accompagne l'histoire même du sport automobile réunionnais. Plus de 50 ans d'histoire, plus de 50 ans de souvenirs, plus de 50 ans de transmission. Car à La Réunion, le rallye se transmet. Il se transmet parfois derrière un volant d'une génération à l'autre. Il se transmet aussi au bord des routes. Il n'est pas rare de retrouver parfois 3 générations d'une même famille réunies au même endroit pour assister au passage des voitures. Et oui, c'est aussi cela, le Tour Auto. Pendant longtemps, les meilleurs pilotes venus de métropole faisaient régulièrement le déplacement pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve et goûter aux spécificités locales. Aujourd'hui, le paysage sportif a profondément évolué. Les pilotes réunionnais se sont progressivement réappropriés leur épreuve. Depuis la victoire de Sébastien Loeb en 2001, seul Jean-Marie Cuoc est parvenu à interrompre cette domination locale et c'était en 2017. Cette 57e édition qui s'annonce s'inscrit pourtant dans un contexte très particulier. Maintenant que le parcours 2026 semble enfin consolidé, nous pouvons nous intéresser à ce qu'il raconte. Car un itinéraire de rallye ne raconte jamais uniquement des kilomètres, il raconte aussi son époque. Le tracé 2026 est le résultat d'un processus d'ajustement successif qui a conduit à la disparition de certaines spéciales, à l'apparition de nouvelles et à une recomposition géographique importante depuis la publication du premier itinéraire le 26 juin dernier à 13h44 par l'organisateur. Cette évolution dessine ce que l'on pourrait qualifier ainsi de tracé 2.0. Tout débutera vendredi après-midi à 14h par 3 bancs. 4 km seulement, mais le rendez-vous populaire par excellence du Tour Auto.
Revenue au programme en 2023 après plusieurs années d'absence, cette montée emblématique conserve une place toute particulière dans le cœur des passionnés. Appelé parfois le Pikes Peak local, ce ruban est un monument. Les immenses installations culinaires, plus ou moins improvisées, qui accompagnaient autrefois cette montée, appartiennent désormais au passé. L'attachement du public, lui, demeure intact. Sportivement, Troisban constituera une première mise en bouche, mais également un premier révélateur, celui de la relation entre le public, l'organisation et l'ensemble du dispositif de sécurité auquel participeront pleinement les forces de l'ordre. La première étape se poursuivra ensuite dans les Hauts-de-Saint-Paul avec 2 passages de Petite-France. Un environnement désormais bien connu des équipages, même s'il s'agit cette année d'une variante des Hauts de l'Ouest. 2 passages entrecoupés par un retour autour du stade régional de Saint-Paul permettront déjà de dessiner un premier groupe de prétendants légitimes avant de rejoindre le parc fermé de fin de première étape. Le samedi, le Tour Auto entre réellement dans le dur. Les Radiers, sans doute la spéciale la plus emblématique du rallye réunionnais, puis Cambourg, rapide, technique, exigeante. Enfin les arômes, certes courtes, mais toujours capables de créer des écarts. Cette boucle sera disputée à 2 reprises avant une longue, très longue liaison vers le sud, en passant par la plaine des Cafres. Le dimanche proposera une physionomie différente. Notre-Dame de la Paix ouvrira cette dernière journée. Son célèbre toboggan est désormais enrichi de plusieurs chicanes artificielles. Puis viendra Monté-Panon finalement, une autre classique du rallye réunionnais qui prend cette année la place laissée vacante par l'absence de Maison Rouge dans cette nouvelle version du parcours. Après une assistance regroupée autour de Pierrefonds entre les 2 boucles, sportivement, le plus difficile sera probablement derrière les équipages, au terme justement de ces 2 boucles. Il restera pourtant une très longue remontée de plus de 50 km avant de rejoindre la super spéciale de la Jamaïque. Et lorsque les concurrents atteindront finalement l'arrivée, il sera sans doute cohérent de parler de survivants mécaniques, car le chronomètre ne retiendra qu'un peu moins de 150 km chronométrés. Les voitures, elles, auront parcouru près de 750 km, près de 4/5 de cette distance en simple liaison. Des kilomètres parcourus à une vitesse pour laquelle ces voitures n'ont évidemment jamais été conçues, et pour certaines d'entre elles, en l'absence de tout compteur de vitesse. Cette 57e édition raconte également autre chose, encore au-delà du sportif pur. Depuis le drame d'octobre 2025, les sports mécaniques réunionnais évoluent dans un environnement profondément transformé. Le rallye de Petite-Île a constitué une première étape. Le Tour Auto représente aujourd'hui une nouvelle étape de cette évolution. Cette réalité dépasse d'ailleurs très largement le seul rallye. Il y a quelques jours encore, la Ligue réunionnaise de motocyclisme annonçait l'annulation de la course de côte de l'Étang Salé en expliquant que les récents événements tragiques de la course de côte de Petite-Île avaient conduit les autorités à renforcer leurs exigences de sécurité et que les contraintes organisationnelles ne permettaient plus la tenue de l'épreuve dans des conditions satisfaisantes, un petit peu comme le rallye. Le contexte sécuritaire concerne désormais l'ensemble des sports mécaniques réunionnais. Dans ce contexte, la présence permanente des forces de l'ordre dépasse aujourd'hui le seul cadre de la sécurisation des compétitions. Elle participe à une ambition bien plus vaste, permettre à ces disciplines de continuer à écrire leur histoire. Le Tour Auto 2026 désignera dimanche soir évidemment un vainqueur, mais il dira également autre chose. Il dira si les acteurs, les spectateurs et les observateurs auront réussi à faire vivre l'une des plus grandes pages du patrimoine sportif réunionnais. Amateurs et Motors, toute la semaine sur ta radio préférée. un même chemin. Qu'est-ce qui distingue réellement un amateur d'un professionnel ? Les réponses les plus évidentes viennent immédiatement à l'esprit. Le niveau de performance, les moyens disponibles et le temps consacré à la pratique. Ou bien sûr, le fait d'être rémunéré évidemment. Pourtant, à y regarder de plus près, les frontières sont beaucoup moins nettes qu'elles n'en ont l'air. Tous les pilotes roulent avec les mêmes règles, les mêmes chronomètres, les mêmes spéciales. Ce qui change progressivement, ce n'est donc pas seulement le pilote, c'est tout son environnement. Mais qu'est-ce qui les distingue finalement ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons imaginé une rencontre entre 2 mondes qui se côtoient en permanence sur les épreuves, mais prennent très rarement le temps de confronter leurs regards en dehors, celui des amateurs et celui des professionnels. Ce dialogue est évidemment fictif,
Toutefois, les idées qu'il développe, elles, sont bien réelles. Elles sont la synthèse de très nombreuses observations menées au fil des années, de discussions souvent conduites hors micro, hors caméra, simplement entre passionnés, concurrents, professionnels et votre serviteur. Ce que vous allez entendre n'est donc pas un dialogue, c'est notre compte-rendu après avoir assisté à ces dialogues. Voilà ce qu'il en est ressorti. Tout d'abord, comment devient-on professionnel ? C'est la première question légitime de tout pilote réputé amateur. Au départ, on imagine souvent qu'il existe un moment précis, un contrat, un salaire, une signature, comme s'il suffisait de franchir une porte pour changer de monde. Une simple opportunité. En réalité, cela commence bien avant, souvent dans cette zone grise dont on parle finalement assez peu, et que nous allons tenter d'éclairer. Cette immense zone où l'on n'est plus tout à fait considéré comme un amateur, sans être encore totalement un professionnel. C'est souvent là que les premiers regards du monde professionnel, justement, commencent à se porter. Tes résultats attirent l'attention, ton sérieux aussi, puis arrivent parfois les premiers accompagnements, une aide technique, une dotation pneumatique, des conseils, un partenaire, davantage de moyens. Certains amateurs éclairés connaissent déjà parfaitement cette situation. La différence ne se situe pourtant pas là. Elle commence véritablement le jour où quelqu'un du monde professionnel décide d'investir sur toi. C'est grisant, évidemment. Qui n'aurait pas envie de bénéficier de meilleurs moyens ? Mais tu comprends rapidement que ces nouveaux moyens ne sont pas seulement un cadeau. Dans le monde professionnel, rien n'est gratuit. Il n'y a pas de cadeau. Chaque confiance accordée crée une responsabilité nouvelle. Et beaucoup d'amateurs commettent d'ailleurs une erreur de perception. Ils pensent que cet investissement récompense ce qu'ils ont déjà démontré. En réalité, les professionnels investissent surtout dans ce qu'ils pensent que tu pourras devenir. Ils n'observent plus seulement un résultat, ils observent un potentiel. Ils veulent comprendre comment tu travailles, comment tu apprends, comment tu écoutes, comment tu analyses, comment tu progresses, comment tu réagis lorsque tout ne se déroule pas comme prévu. À partir de cet instant, ce n'est plus seulement ton pilotage qui est observé, c'est ta manière de fonctionner. L'exemple le plus révélateur est sans doute Sébastien Loeb. Son palmarès force évidemment le respect. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce que son parcours, aujourd'hui terminé à haut niveau, permet de comprendre. Pendant longtemps, nos conversations m'ont surpris. Je pensais qu'un champion du monde allait surtout me parler de pilotage, de réglage, de stratégie, de performance. Et pourtant, les discussions prenaient souvent une toute autre direction. Il me parlait parfois de la maison qu'il faisait construire, dans laquelle il ne vivait finalement que très peu. D'hôtels qui, avec les années, avaient cessé d'être des 5 étoiles synonymes de voyage pour devenir simplement son quotidien. D'avions qui ne faisaient plus rêver, comme au début, qui étaient devenus un simple moyen d'aller travailler. Sur le moment, j'entendais des anecdotes. Aujourd'hui, avec 20 années de recul, je comprends ce que racontaient réellement ces échanges que j'ai eu la chance de partager pendant près de 10 ans avec le haut niveau. Ils ne parlaient pas seulement de leur quotidien, ils me parlaient surtout de l'évolution de leur propre regard, simplement d'homme à homme. Au fond, le plus surprenant dans ces échanges n'est pas que ce soit plus difficile de passer professionnel, c'est que ce soit beaucoup plus riche que ce que l'on imagine. Cette richesse possède pourtant son propre système de valeurs. Peu à peu, tu découvres que tu ne regardes plus tout à fait les choses de la même manière. Tu ne cherches plus seulement à réaliser le meilleur chrono. Tu cherches aussi à construire quelque chose qui puisse durer, à préserver un équilibre, à continuer de progresser, à rester performant, mais aussi à rester toi-même. Pourtant, si l'objectif reste de gagner, pourquoi accepter dès lors autre chose ? Parce que gagner n'est jamais le seul objectif. Imagine la dernière spéciale d'un rallye. Tu peux choisir d'être le plus rapide, encore, ou simplement suffisamment rapide. Selon la situation de course, ces deux stratégies d'attaque comme de défense peuvent conduire exactement au même résultat. La victoire. Il en va de même pour un championnat et finalement pour une carrière complète. Ainsi, tu commences à percevoir une course autrement. Tu comprends maintenant pourquoi deux pilotes pourtant très rapides peuvent faire des choix très différents sans qu'aucun des deux ne se trompe forcément. Comme une spéciale est une succession de virages qui mettent un pilote à l'épreuve, une carrière est une succession d'évolutions qui mettent un homme à l'épreuve. Les technologies évoluent, les pneumatiques évoluent, les règlements évoluent,
les outils évoluent. Les méthodes de travail évoluent dans le même temps, évidemment. Les attentes évoluent, elles aussi, décidément. Et chaque évolution remet une partie des acquis en question. Ce qui fonctionnait parfaitement hier n'est pas nécessairement la meilleure réponse aujourd'hui. Comme lorsqu'un réglage que l'on croyait idéal ne répond plus aux conditions de l'épreuve. On revient parfois au réglage précédent, puis on explore une autre piste. Encore, et encore, et encore une autre. C'est ainsi que fonctionne le monde professionnel. La remise en question n'y est pas une faiblesse. Elle fait partie du métier, elle fait partie de la progression, avec ses propres règles, ses propres contraintes et évidemment ses responsabilités. Tant de règles, de contraintes, de responsabilités. Mais revenons un instant là où tout commence. Revenons vers l'amateur. Le sport automobile ne pourrait tout simplement pas exister sans lui. Il constitue le socle, le vivier, son énergie, sa mémoire aussi. C'est parmi ces passionnés que naissent les vocations. C'est parmi eux que certains tenteront l'aventure professionnelle. Et c'est aussi parmi eux que beaucoup choisiront finalement de rester. Devenir professionnel n'est pas une obligation. Ne pas le devenir n'est pas un échec. Rester amateur n'est pas renoncer. Comme devenir professionnel n'est pas une fin en soi, il n'existe pas une seule façon de vivre les sports mécaniques. Il n'existe pas davantage une seule façon d'y trouver sa place. Il faut en permanence garder à l'esprit que ces avantages s'accompagnent également de nouvelles contraintes, souvent insoupçonnées jusque-là. Le regard des partenaires évolue, la pression médiatique augmente, souvent avec le palmarès. Les constructeurs attendent naturellement un retour sur les investissements qu'ils consentent. Les voitures évoluent, les règlements également, les équipes, les organisations, les exigences. Et chaque évolution impose de retrouver un nouveau équilibre, un nouvel équilibre. C'est ce qui explique qu'aux côtés des Ogier, Solberg, Loeb ou Neuville, on trouve aussi des pilotes comme Katsuta, Paddon, Sordo, Mackerlan, Armstrong ou Pajarri. Il n'y a finalement de la place que pour un seul champion. Ce qui distingue finalement le très haut du plateau, ce n'est pas seulement le talent, c'est un écosystème perpétuellement exigeant. Or, le pilote professionnel n'est pas qu'un investissement, c'est également un homme. Comme chacun d'entre nous, il recherche lui aussi un équilibre entre ses ambitions, ses responsabilités, ses proches, ses envies et les attentes de l'écosystème dans lequel il évolue. Entre ces deux mondes, il existe cette zone grise dont nous parlons depuis le début et que nous allons tenter d'éclairer un petit peu plus par le cas de Rehan Ghani. Aujourd'hui, il évolue encore dans cette zone grise. Demain, s'il choisit de poursuivre sa trajectoire vers le monde professionnel, il ne sera pas seulement confronté à des chronos plus rapides. Il continuera de découvrir les complexités de cet écosystème, avec ses opportunités certes, mais aussi avec toutes les responsabilités et tous les nouveaux équilibres qu'il implique. Rehan construit aujourd'hui un parcours forcément différent de celui des professionnels actuels du haut niveau du monde professionnel. Différent générationnel oblige. Avec le temps, ce parcours en devenir sera à observer avec le recul nécessaire. Son parcours, lui, est encore en construction. Comme tous les pilotes de cette génération qui ambitionnent peut-être un jour de franchir cette frontière, il sera progressivement confronté à des choix structurants. La Réunion est-elle une étape? Le championnat de France des rallyes en est-il une autre? Ou ces deux univers ne sont-ils finalement que des étapes d'un parcours beaucoup plus long? Peut-être est-ce bien là la différence entre une carrière et une passion? Nous nous sommes beaucoup intéressés aujourd'hui au monde professionnel. Pourtant, entre le monde amateur et le monde professionnel existe un espace immense. J'y reviens. Cette fameuse zone grise que chacun rencontre, traverse ou identifie clairement à un moment ou un autre de son parcours. On y trouve des champions régionaux qui s'y épanouissent parfaitement, des gentleman drivers, des amateurs éclairés, des pilotes qui ont choisi de quitter le monde professionnel pour y revenir, d'autres qui empruntent volontairement des trajectoires différentes. Tous ont pourtant un point commun, aucun n'a construit exactement le même parcours, car une vie, comme un rallye, ne se résume jamais à une seule étape. C'est un parcours, un cheminement, une succession de choix, une succession d'adaptations. Et finalement, une recherche permanente d'équilibre. Nous étions donc partis d'une question qui semblait simple. Comment devient-on professionnel? Au fil de ce décrypte, nous avons finalement découvert qu'elle en cachait beaucoup d'autres.
Comment construit-on une carrière? Comment traverse-t-on les changements? Comment accepte-t-on de remettre en question ce que l'on croyait acquis? Comment trouve-t-on son équilibre sans jamais cesser d'avancer? Finalement, la véritable frontière entre amateurs et professionnels n'est peut-être pas celle que nous imaginions au départ. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, ni de talent, ni même de palmarès. C'est une autre manière de regarder sa pratique, une autre manière de construire son parcours, une autre manière de répondre aux changements permanents de son environnement et surtout une autre manière de rechercher son propre équilibre. Pendant longtemps, j'ai moi aussi regardé les sports mécaniques avant tout à travers les résultats. Les années, les rencontres et ces innombrables discussions avec les pros m'ont appris à regarder davantage les parcours que les classements. Le choix plutôt que les seules victoires. Les femmes et les hommes derrière les statuts. Débutants, amateurs, gentleman drivers, champions régionaux, pilotes en devenir professionnels, que vous soyez aujourd'hui au départ de votre première spéciale, dans cette fameuse zone grise que nous avons explorée ensemble, ou déjà engagés dans une carrière professionnelle, les réponses ne seront probablement jamais les mêmes, parce que les parcours ne le sont jamais. Mais les choix, eux, finissent toujours par nous définir. Alors, quels seront les vôtres? Et finalement, qui serez-vous? Et c'est ainsi que s'achève ce 16e épisode de Motors. Merci de l'avoir partagé avec nous et de le partager évidemment auprès de vos proches. Si ce décrypte vous a permis de regarder les sports mécaniques avec un regard un peu différent, alors nous aurons atteint notre objectif. Vous pouvez retrouver Motors comme d'habitude sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Audible, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. N'hésitez pas à partager, je vous le rappelle, cet épisode autour de vous et abonnez-vous, car comprendre les sports mécaniques, c'est aussi donner envie de les regarder autrement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi à 18h, promis juré, craché. Allez, bonne semaine, bon week-end, prenez soin de vous et surtout profitez du spectacle.